Pour mes 30 ans, ma famille m'a humilié devant 40 personnes, ma sœur filmant tout pour TikTok. J'ai encaissé en silence, puis j'ai révélé mon propre enregistrement. Ce que j'ai dévoilé a instantanément détruit 6 relations dans la pièce. Nous sommes ici parce que vous êtes égoïste, ingrat et que vous faites voler cette famille en éclats. Ma mère a dit cela dans un microphone dans le salon de mes parents. Pour mon 30e anniversaire, 40 personnes étaient assises sur des chaises pliantes, me fixant. Mon père tenait une liste de 3 pages de tout ce que j'avais fait de mal depuis l'âge de 8 ans. Ma sœur pointait son téléphone sur mon visage, en direct sur TikTok. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. Je suis resté assise là, j'ai attendu qu'ils aient fini, et puis j'ai dit 6 mots qui ont tout changé. Étrangement, j'enregistrais aussi. Ce qui s'est passé dans les 11 minutes suivantes a mis fin à 6 relations dans cette pièce, et ma sœur a supprimé tout son compte TikTok avant d'atteindre la voiture. Je m'appelle Sylvie. J'ai 30 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville près de Lyon, en France. Et voici l'histoire de la façon dont ma famille m'a organisé une intervention surprise pour mon anniversaire et comment cela est devenu la pire soirée de l'histoire de la famille Dubois. Maintenant, permettez-moi de vous ramener 3 mois avant cette nuit, à l'appel téléphonique que je n'étais jamais censé entendre. Laissez-moi planter le décor pour que vous compreniez à quoi ressemblait ma vie avant que tout ne s'écroule. C'est un vendredi soir. Je viens de terminer un service de 14 heures aux urgences, 2 accidents de voiture, un arrêt cardiaque et un enfant qui a avalé une pièce de 2 €. Mes vêtements sentent l'iode et le café. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, moteur éteint, les yeux fermés, juste en respirant. Puis je consulte mon téléphone. 3 messages. Maman, Sylvie, la facture d'assurance est arrivée. Peux-tu t'en occuper ce mois-ci? Papa s'est encore coupé. Sophie, ma sœur aînée. Salut, je peux t'emprunter 400 €? J'ai besoin d'un cours en ligne pour ma marque. Papa. Une photo d'une facture de toiture. Pas de mots, juste la photo. J'ouvre mon application bancaire et je fais le calcul que je fais chaque mois. Paiement de l'hypothèque de la maison de mes parents, 1100 €. Complément d'assurance maladie de maman, 340 €. Paiement de la voiture de Sophie, 280 €. Course que je dépose le dimanche, environ 150 €. Cela fait environ 2100 € par mois, près de la moitié de mon salaire net. Mon appartement a une chambre, des meubles d'IKEA et un réfrigérateur avec 2 boîtes de préparation de repas et une bouteille de sauce piquante à moitié vide. Je conduis une Clio de 2014 avec 200 000 km. Je n'ai pas pris de vacances depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, il y a 8 ans, pas une seule. Et voici le truc, je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. J'ai grandi en regardant ma grand-mère Hélène faire durer chaque euro, et elle m'a appris que la famille prend soin de la famille. Alors, je prenais soin d'eux. Je ne réalisais juste pas la différence entre prendre soin de quelqu'un et être dépouillé. Mais j'étais sur le point de le découvrir, car l'argent que j'envoyais n'allait pas entièrement là où je le pensais. Dîner du dimanche chez mes parents. Chaque semaine, même routine. J'arrive à 16 h, j'aide maman à préparer, je mets la table, je lave ce qu'il y a dans l'évier de la veille. Au moment où tout le monde s'assoit, j'ai déjà travaillé pendant 1 heure. Ce dimanche-là en particulier, maman rayonne. Elle parle à papa du compte TikTok de Sophie. Elle construit une marque personnelle, coaching de vie avec Sophie. Elle a déjà près de 2000 abonnés. Papa hoche la tête comme si Sophie venait d'être admise à la Sorbonne. J'attends une pause. J'ai été promue la semaine dernière, dis-je. Infirmière coordinatrice. C'est un poste de direction. Maman tend la main vers le panier à pain. C'est gentil, ma chérie. Peux-tu aller chercher la salade dans le frigo? Sophie arrive avec 45 minutes de retard. Elle porte une bouteille de vin. Pas cher, mais le geste lui vaut un câlin de maman à la porte. Je suis là depuis 16 heures. Personne ne m'a fait de câlin. Elle s'assoit en face de moi, rejetant ses cheveux en arrière, et je remarque ses boucles d'oreilles, de petites perles, monture vintage. J'ai déjà vu cette monture. Elles sont jolies, dis-je. Elles ressemblent à celles de grand-mère Hélène. Sophie hausse les épaules. Tante Janine me les a données, elle a dit que grand-mère n'en voulait plus.
Je jette un coup d'œil à maman. Elle est soudain très intéressée par sa purée de pommes de terre. Grand-mère Hélène porte ses perles chaque fois que je lui rends visite. Chaque fois, elle ne les a pas données, mais personne à table ne veut en parler, alors je laisse tomber. C'est ce que je faisais. Je laissais tomber les choses. Je laissais tomber les commentaires, le favoritisme, le silence là où la gratitude aurait dû être. J'étais doué pour laisser tomber les choses jusqu'au soir où je ne pouvais plus. 3 mois avant mon anniversaire, un mardi soir, je m'arrête chez mes parents pour récupérer une veste que j'avais laissée le dimanche précédent. La porte arrière est ouverte. Elle l'est toujours. J'entre. La lumière de la cuisine est allumée. J'entends des voix. Maman et Sophie au coin de la pièce. J'allais appeler presque. Puis j'entends mon nom. On le fait pour son anniversaire. Maman dit que tout le monde vient déjà. On la fait s'asseoir et on lui dit la vérité. Elle est égoïste. Elle nous contrôle avec l'argent et nous en avons fini de marcher sur des œufs autour d'elle. Ma main se fige sur le chambranle de la porte. Sophie rit. Je filme tout. C'est exactement le genre de contenu dont ma page a besoin. Des trucs familiaux bruts et réels. Sophie hésite. Et si elle arrête de payer? Maman rit. Court, confiant. De la manière dont on rit à un enfant qui menace de s'enfuir de la maison. Elle ne le fera pas. Elle paie depuis 8 ans. Elle n'a pas arrêté quand j'ai oublié sa remise de diplôme universitaire. Elle n'a pas arrêté quand ton père a qualifié sa carrière de juste dépôt de chambre et des papiers. Elle ne va pas s'arrêter à cause d'une seule soirée. Et si elle le faisait? Alors 40 personnes nous regarderaient la supplier de l'aider. Elle s'éloigne après ça. Elle prouve tout ce que nous avons dit. Elle est piégée de toute façon. Bien, dit Sophie, et si elle fait une scène, c'est encore mieux. Ça montre à tout le monde qu'elle ne peut pas gérer la vérité. Je reste là peut-être 10 secondes. Cela ressemble à 10 minutes. Mon pouls résonne dans mes oreilles. Mes jambes sont vides. Je recule par la porte sans faire de bruit. Je monte dans ma voiture, je m'assois dans l'allée avec mes mains sur le volant, fixant la porte du garage. J'y reste 20 minutes. Puis j'appelle Naomi. Elle est ma meilleure amie depuis l'université. C'est aussi une avocate spécialisée dans les droits civiques. Je lui raconte tout, mot pour mot. Elle écoute, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle pose une seule question. As-tu toujours cette application d'enregistreur vocal de l'incident de faute professionnelle l'année dernière? Oui. Je l'avais installée lorsqu'une famille de patients avait menacé de poursuivre l'hôpital. Naomi me l'avait recommandé. Garde-la, dit-elle, et commence à l'utiliser. Je n'ai pas planifié de vengeance ce soir-là. J'ai planifié ma survie. Je ne savais juste pas encore à quel point j'en aurais besoin. Au cours des jours suivants, je fais ce que je fais de mieux. Je fais une liste, pas d'émotions, mais de conséquences. Si l'intervention a lieu, et que je reste assise et que je l'encaisse, 40 personnes sortiront de cette pièce en pensant que je suis la fille égoïste qui fait voler sa famille en éclats. 40 personnes dans une ville où tout le monde connaît tout le monde. 3 de ces personnes travaillent à mon hôpital. Maman les a invitées. Je le découvre grâce à Naomi, qui fait une capture d'écran d'un message Facebook d'une amie commune. Maman avait écrit à Marc, mon superviseur direct, Carla des urgences et le docteur femme. Elle leur avait dit que c'était un rassemblement surprise pour l'anniversaire et qu'elle aimerait que les amis de Sylvie au travail montrent leur soutien. Montrer leur soutien. C'est ce qu'elle appelait ça. Si Marc regarde ma mère disséquer publiquement mon caractère, chaque interaction que j'aurai avec lui après sera filtrée par « sa propre famille pense qu'elle est un problème ». Dans un petit hôpital, la réputation est une monnaie et ma mère est sur le point de ruiner la mienne. Si je me défends lors de l'intervention, si je discute, si j'élève la voix, je deviens la preuve. Voyez, c'est exactement ce dont nous parlons. Si je ne me présente pas du tout, maman dit à tout le monde que je ne suis même pas venu. Voilà à quel point elle est égoïste. 3 portes, toutes des pièges. J'explique cela à Naomi autour d'un café. Mes mains sont enroulées autour d'une tasse que je ne bois pas. Elle remue son latte et dit, ils ont préparé la scène. Tu n'as pas choisi le public, mais tu peux choisir ce qui est joué. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu as besoin d'une quatrième porte. Je la fixe. Elle me fixe en retour. Et c'est là que le plan a cessé de concerner la survie et a commencé à concerner la vérité. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent sur l'Ohio. C'est un État où un seul parti peut consentir. Cela signifie que si je participe à une conversation ou même si je suis simplement présente dans la pièce, je peux légalement l'enregistrer. Naomi l'a confirmé 2 fois. Alors, je commence à enregistrer, pas avec une caméra cachée, pas avec quelque chose de dramatique, juste une application sur mon téléphone. Je l'ouvre avant d'entrer chez mes parents chaque dimanche et je la ferme quand je pars. Aussi simple que ça. La première semaine, rien. Maman parle d'une vente de pâtisserie de l'église. Papa regarde le football. Sophie ne se présente pas. La deuxième semaine, je suis debout à l'évier de la cuisine après le dîner, en rinçant les assiettes, quand j'entends la voix de papa depuis le garage. La porte est entr'ouverte. Il est au téléphone. Sa voix est différente, plus douce, plus légère, comme un adolescent parlant à sa première petite amie. Oui, Linda, mardi ça me va. Diane a son étude biblique. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. La voix d'une femme à l'autre bout, un rire, chaleureux, familier avec lui. Elle ne se doute de rien. Papa dit, 22 ans et elle pense toujours que je vais jouer au bowling le mardi. Je saisis le bord de l'évier si fort que mes jointures deviennent blanches. Une assiette glisse, heurte le bassin. Je la rattrape. Papa n'entend pas. Il rit toujours. Je finis la vaisselle. J'essuie mes mains. Je marche jusqu'à ma voiture, je m'assois et je regarde mon téléphone. L'application fonctionne. L'onde sonore bouge toujours. Je ne cherchais pas ça. Je cherchais une protection, mais un enregistreur ne filtre pas. Il capte tout. Et apparemment, tout dans la maison des Dubois valait la peine d'être capté. Semaine 4. J'arrive en avance, 20 minutes avant le dîner. La porte d'entrée est fermée à clé, alors je fais le tour par derrière. La fenêtre de la chambre de maman est entr'ouverte. Sa voix flotte au dehors. Elle est au téléphone. Haut-parleur activé. Je peux entendre les deux côtés. Marc ne sait rien des 14 000 €, dit maman. Je les ai transférés sur mon compte personnel juste après la vente du domaine de Tata. Il pense que les meubles ont été vendus pour moins cher qu'ils ne l'ont été. Et puis la voix de tante Janine. Sylvie, jette-t-elle par le haut-parleur, malin. Et les perles? J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Si Hélène demande, on dit juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. Bien, dit maman. Fais juste en sorte que Sylvie ne le découvre pas. Elle est la seule qui rend encore visite à Hélène chaque semaine. Si Hélène mentionne le bracelet, Sylvie commencera à poser des questions. Sylvie ne le découvrira pas. Elle est trop occupée à payer notre hypothèque. Elles rient toutes les deux. Je me tiens dans le jardin à côté de la poubelle de recyclage, écoutant ma mère et ma tante rire en volant à ma grand-mère de 82 ans. Mon téléphone est dans la poche de ma veste. La barre rouge à l'écran pulse doucement. 14 000 €. C'est 7 mois de l'hypothèque que je payais. L'hypothèque que je pensais garder un toit au-dessus de la tête de mes parents pendant qu'ils avaient des difficultés. Ils n'avaient pas de difficultés. Maman avait 14 000 € cachés sur un compte dont papa ne savait rien, financé par la succession de ma grand-mère, pendant que je mangeais des repas préparés dans des contenants en plastique et que je conduisais une voiture avec un pare-brise fissuré. J'avais 2 secrets sur mon téléphone maintenant. Et il restait encore 6 semaines avant mon anniversaire. 6 semaines de dîner du dimanche, 6 semaines à sourire à travers la porte. Je pouvais le faire. Je le faisais depuis des années. Le dimanche suivant, Antoine ne vient pas dîner. Il prend un service supplémentaire. Travaux électriques sur un nouveau chantier en périphérie de la ville. Il travaille dur. Toujours. Sophie se vantait de ça quand ils se sont mariés pour la première fois. Ce soir, elle ne se vante pas. 2 verres de vin plus tard, Sophie se penche vers maman par-dessus la table. Je suis à l'autre bout, coupant mon poulet. Invisible. Antoine est inutile, dit Sophie. Elle garde la voix basse, mais la salle à manger est petite. Il n'arrive pas à réparer l'évier.
Il n'arrive pas à avoir une promotion. J'ai épousé un homme qui atteint son sommet à 35 ans. Maman ne scie pas. Tu aurais pu faire mieux. J'aurais aimé ne jamais dire oui à l'hôtel. Sophie vide son verre. Je n'arrête pas de penser que si je n'étais pas tombée enceinte la première année, je serais partie. Maman lui tapote la main. Tu as encore le temps. Papa est dans le salon. Il n'entend pas, il ne s'en soucie pas. Je ne dis rien. Je mange mon poulet. Mon téléphone est sur mes genoux, enregistrant chaque mot. 40 minutes plus tard, nous débarrassons les assiettes. Sophie entre dans le couloir. Téléphone à l'oreille. J'entends sa voix changer. Mon amour, doux et chaleureux. Tu me manques, chérie. Garde-moi des restes, d'accord? Tu es la meilleure chose dans ma vie. Elle raccroche, retourne à la cuisine, se verse un troisième verre. Je regarde cette femme, ma sœur, qui vient de qualifier son mari d'inutile, qui a souhaité ne jamais l'avoir épousé, qui 10 minutes plus tard lui dit qu'il est la meilleure chose dans sa vie. Et je pense à Antoine, sur un chantier en ce moment, tirant des fils à travers les cloisons sèches parce qu'il veut subvenir aux besoins de la femme qui le méprise dans son dos. Chaque personne de cette famille porte un masque. J'étais la seule à ne pas le faire. Plus maintenant. 2 semaines avant mon anniversaire, Naomi m'envoie une capture d'écran. C'est un message Facebook de ma mère à une femme nommée Peggy. Peggy, qui se trouve être amie avec Carla de mon service d'urgence. Maman a demandé à Peggy de transmettre l'invitation à mes amis du travail. Le message dit « Nous aimerions que les amis de Sylvie au travail soient présents. C'est une soirée spéciale. Nous voulons que les personnes qui comptent le plus pour elle montrent leur soutien. » Je fixe cette phrase « Montrer leur soutien ». Puis Naomi envoie une deuxième capture d'écran. Maman a envoyé un message direct à Marc. Marc, mon superviseur, l'homme qui valide mon planning, mes évaluations, mon avenir dans cet hôpital. Marc, tu connais Sylvie depuis des années. Je pense que cela signifierait tout pour elle si tu venais. Mes mains tremblent. C'est la première fois dans tout ce processus que mes mains tremblent. J'appelle Naomi. Ma voix se brise une fois, puis je la stabilise. Elle a invité Marc et Carla et le docteur Femme. Silence au bout du fil. Ça change les choses. Naomi dit, c'est ma carrière, Naomi. Si Marc s'assoit dans ce salon et regarde ma mère m'appeler égoïste et ingrate, s'il voit mon père lire une liste de mes péchés comme si j'étais en procès, il ne me verra plus jamais de la même manière. Personne ne le fera. Alors nous ne faisons pas que survivre à la soirée. Naomi dit, assurons-nous que la vérité soit plus forte que leur scénario. Je ferme les yeux, je prends une respiration, le genre que je prends avant un arrêt cardiaque. Profonde, délibérée, séparant la panique du protocole. Ma mère a utilisé mon anniversaire, mon salon et mon lieu de travail comme arme, tout cela dans une seule invitation. Elle pensait avoir couvert tous les angles. Elle ne connaissait pas la 4e porte. Naomi et moi sommes assises dans sa voiture devant un café 10 jours avant mon anniversaire. Moteur éteint, pluie sur le pare-brise. Règle de base, dit Naomi. Elle compte sur ses doigts. 1. Tu entres comme si c'était une fête normale. Tu souris. Tu salues les gens. Tu ne signales rien. D'accord. 2. Quand ils commencent, tu les laisses parler jusqu'au bout. N'interromps pas. Ça marche. 3. Quand ils ont fini, tu demandes à parler en privé, une seule fois, calmement, clairement. Pouvons-nous discuter de cela en privé, juste la famille? Et s'ils disent non, c'est la règle 4. S'ils refusent d'arrêter, s'ils insistent pour faire cela devant 40 personnes, alors les enregistrements sont diffusés. Leur choix, leur scène, ta vérité. Je hoche la tête. L'Ohio est un État où un seul parti peut consentir, dit-elle pour la 3e fois. Tu étais présente à chaque conversation que tu as enregistrée. C'est légal. Les conséquences sont sociales, pas criminelles. Personne n'ira en prison, mais personne ne se cache non plus. Je regarde mon téléphone. 4 fichiers dans un dossier que j'ai intitulé « Assurance ». Pas parce que je suis astucieuse, mais parce que c'est ce qu'ils sont. Fichier 1, Papa et Linda. Fichier 2, Maman et Tante Janine, l'argent et les bijoux. Fichier 3, Sophie sur Antoine.
Fichier 4, maman et Sophie planifiant l'intervention. Je les sauvegarde sur le cloud. J'envoie des copies à l'email de Naomi. Encore une chose, dit Naomi. Elle tend la main vers le siège arrière et pose une petite enceinte Bluetooth sur la console. Noire, de la taille d'une canette de soda. Le haut-parleur de ton téléphone ne suffira pas pour 40 personnes. Je la prends. Elle est légère. Elle n'a pas l'air de grand-chose. Tu n'as pas besoin de crier, dit-elle. Tu as juste à appuyer sur lecture. J'espère que je n'en aurai pas besoin. Mais j'ai arrêté d'espérer grand-chose quand il s'agit de ma famille. Samedi matin, la veille de mon anniversaire. Je conduis 40 minutes jusqu'à la résidence du Champ Fleuri, l'établissement où vit grand-mère Hélène. Sa chambre sent la lotion à la lavande et les vieux livres. Elle est assise près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, faisant un mot croisé avec un stylo, pas un crayon. Un stylo? C'est grand-mère Hélène. Voici ma fille du samedi, dit-elle quand j'entre. Je m'approche d'une chaise. Nous faisons ce que nous faisons toujours. Elle me raconte des histoires sur grand-père Émile. Je lui apporte des bonbons au caramel écossais. Nous regardons 15 minutes de des chiffres et des lettres ensemble, même si c'est une rediffusion. Alors, dit-elle pendant une publicité, grand anniversaire demain. Ta mère organise quelque chose? Oui. Bien. Elle ajuste ses lunettes de lecture. J'espère qu'elle est gentille à ce sujet. Je ne réponds pas. Grand-mère tend la main et prend la mienne. Sa peau est fine comme du papier, mais sa poigne est ferme. Ton grand-père disait toujours que les femmes du bois sont bruyantes, mais les fortes sont silencieuses. Je serre en retour. Puis elle demande des nouvelles des bijoux avec désinvolture, de la manière dont elle demande des nouvelles de tout. Comme si elle connaissait déjà la réponse, mais voulait voir si tu diras la vérité. Janine devait m'apporter mon bracelet le mois dernier. Celui avec les perles et le fermoir. Je ne l'ai pas vu. J'avale difficilement. Je sais que ce bracelet a été vendu pour 800 €. Je le sais parce que j'ai entendu ma tante le dire à voix haute pendant que ma mère riait. Je suis sûr qu'il va réapparaître, grand-mère. Elle étudie mon visage, ne pousse pas. Quand je pars, elle m'envoie un SMS. Elle vient d'apprendre à utiliser le téléphone que je lui ai acheté à Noël dernier. Le message est plein de fautes de frappe. Il dit, quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Je suis fier de toi toujours. Je m'assois dans ma voiture et je le lis 3 fois. Samedi soir, Naomi vient chez moi avec des plats à emporter et l'enceinte Bluetooth. Nous mangeons du pad thai sur mon canapé, le seul meuble que j'aime vraiment, et elle passe en revue la logistique une dernière fois. L'enceinte se connecte à ton téléphone en 3 secondes, dit-elle en la montrant. Je l'ai testé à mon bureau. Audio clair depuis l'autre bout de la pièce. Je la garderai dans mon sac à main, fermeture éclair ouverte. Où vas-tu t'asseoir? Dernière rangée, près de la porte. Si les choses tournent mal, je suis juste là. Je prends l'enceinte. Elle est si petite, un petit cylindre de plastique noir. Demain soir, ça pourrait être la chose la plus bruyante de la pièce. Si je ne l'utilise pas, dis-je, nous rentrons à la maison, nous mangeons du gâteau et je passe mes 30 ans en thérapie. Naomi ne rit pas. Et si tu l'utilises, au moins les bonnes personnes seront embarrassées pour une fois. Elle fait une pause, des baguettes en l'air. Sylvie, j'ai besoin que tu entendes ça. Une fois que tu appuies sur lecture, tu ne peux pas défaire ce son. La liaison de ton père, l'argent de ta mère, Sophie et Antoine, tout est à découvert devant tout le monde. Il n'y a pas de version de demain soir où les choses redeviennent normales. Naomi, la normalité, c'est moi qui paie leur hypothèque pendant qu'ils préparent une humiliation publique. La normalité, c'est ma sœur qui traite son mari d'inutile et qui filme ensuite mon intervention pour du contenu. La normalité n'a jamais été bonne. Elle hoche lentement la tête. Nous restons silencieux 1 minute. L'appartement est calme. Mon téléphone est sur la table. 4 fichiers audio alignés. Chacun une porte qui ne s'ouvre que d'un seul côté. Essaie de dormir, dit-elle en partant. Je ne le fais pas. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai fini de répéter ce que je dirai quand ils auront enfin fini de parler. 2 heures du matin. Je suis assise sur mon lit, les lumières éteintes,
écouteurs dans les oreilles, écoutant les enregistrements une dernière fois. Fichier 1. La voix de papa, détendue et insouciante. Mardi ça me va. Diane a son étude biblique. Son rire, un rire que je n'entends jamais à table. Fichier 2. Maman et Janine. Marc ne sait rien des 14 000 €. Et puis Janine, douce comme du miel. J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Fichier 3. Sophie, audacieuse et amère à cause du vin. Antoine est inutile. J'aurais aimé ne jamais dire oui à l'hôtel. Puis 40 minutes plus tard, douce comme un dimanche matin. Tu es la meilleure chose dans ma vie, chérie. Fichier 4. Celui qui a tout commencé. La voix de maman, calme et organisée. La façon dont elle sonne quand elle planifie une collecte de fonds pour l'église. On le fait pour son anniversaire. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, c'est encore mieux. Je retire mes écouteurs. L'appartement est silencieux. Le lampadaire dehors jette une barre orange sur le plafond. Ma famille construit un tribunal dans leur salon demain. Ils ont écrit les accusations, invité les témoins, répété le témoignage. Ils ont même engagé une équipe de tournage, ma propre sœur, diffusant en direct mon procès pour des étrangers sur Internet. Et ils ne savent pas que la prévenue a plus à dire que quiconque dans cette pièce ne veut entendre. Je branche mon téléphone, règle mon alarme à 9 h, je ferme les yeux. Demain, c'est mon anniversaire, 30 ans. J'avais l'habitude de penser que fêter mes 30 ans serait une étape, une célébration, un début. Au lieu de cela, cela ressemble à un verdict. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Le verdict n'est pas le mien. C'est le leur. D'accord, laissez-moi sortir de l'histoire une seconde. Je veux être honnête avec vous. La veille au soir, je n'y suis presque pas allé. J'ai failli faire mes valises et conduire jusqu'à l'appartement de Naomi et passer mon anniversaire à manger de la glace et à prétendre que rien de tout cela n'arrivait. Mais voici ce qui m'a arrêté. Si je ne me présente pas, ils racontent l'histoire sans moi. 40 personnes entendent leur version et je deviens le méchant qui n'a même pas pu affronter sa propre famille. Alors, laissez-moi vous demander, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous entré dans cette pièce ou seriez-vous resté à la maison? Dites-le moi dans les commentaires. Très bien, laissez-moi vous emmener à la nuit elle-même. Je me gare dans l'allée de mes parents à 18h15. Des voitures bordent la rue dans les deux sens. Je compte 11, 12. Plus qu'un dîner d'anniversaire, plus qu'une fête surprise. Mon téléphone est chargé. L'application est ouverte. L'enceinte est déjà jumelée. Je lisse mon chemisier. Je regarde mon reflet. Je prends une respiration. J'entre par la porte d'entrée. Le salon a été réaménagé. Le canapé est poussé contre le mur. La table basse a disparu. À sa place, 4 rangées de chaises pliantes, peut-être 10 de large, faisant face à un point unique à l'avant de la pièce, où un microphone se tient sur un trépied chromé. Derrière lui, scotché au lambris, une bannière, papier de boucher blanc, marqueur bleu, lettres capitales, nous t'aimons assez pour dire la vérité. Pas de gâteau, pas de serpentin, pas de cadeau. Je balaie la pièce du regard. 40 visages, certains souriant nerveusement, d'autres évitant mon regard. Je les repère un par un. Marc, mon superviseur, dans la deuxième rangée, les bras croisés. Carla à côté de lui, serrant son sac à main. Le docteur femme près du fond, l'air confus. Des voisins que je connais depuis l'enfance. 2 amis de l'étude biblique de maman en gilets assortis. Des cousins que je vois une fois par an à Thanksgiving. La colocataire de Sophie à l'université. Et là, dans le coin le plus éloigné, Sophie se tient derrière un trépied, téléphone monté, point rouge clignotant. Elle est en direct. Naomi est dans la dernière rangée près de la porte. Son sac à main sur ses genoux, la fermeture éclair ouverte de 2 cm. Elle me fait le plus petit signe de tête. Je regarde le microphone, la bannière, 40 personnes venues regarder ma famille me juger. Puis je regarde l'unique chaise vide au centre de la première rangée, faisant face à la foule, ma place. Je m'assois. Maman monte au microphone. Elle porte son beau chemisier, celui couleur crème qu'elle garde pour l'église.
Ses mains sont fermes. Elle sourit à la pièce comme elle sourit lors des dîners partage. Chaleureux et habituel. Merci à tous d'être venus, dit-elle. Je sais que ce n'est pas ce que Sylvie attendait ce soir, mais en tant que famille, nous avons décidé qu'il était temps d'être honnête. Elle sort une feuille de papier pliée de sa poche, l'ouvre lentement. Sylvie, ma chérie, nous t'aimons, mais nous ne pouvons plus prétendre que tout va bien. Elle lit. Elle dit à la pièce que je suis égoïste. Que je tiens l'argent au-dessus de leur tête comme une arme. Que je décide quand et combien je donne, comme si nous étions une œuvre de charité. Elle leur dit que je suis froide, que je n'appelle jamais mon père pour la fête des pères. Elle ne mentionne pas que papa ne répond pas au téléphone pour la fête des pères depuis 3 ans parce qu'il va toujours chercher des pièces. Elle leur dit que je fais voler la famille en éclats, que les dîners du dimanche sont devenus tendus à cause de mon attitude. Elle fait une pause, me regarde avec une tendresse répétée. Nous ne faisons pas cela pour te blesser, Sylvie. Nous faisons cela parce que personne d'autre n'a eu le courage. La pièce est mortellement silencieuse. J'entends une chaise pliante craquer. Quelqu'un tousse. Marc décroise ses bras et se penche. Il regarde. Je peux le sentir. 2 des amis de l'étude biblique de maman hochent la tête. La femme au gilet vert s'essuie les yeux. Elle croit chaque mot. Je reste parfaitement immobile, mains sur mes genoux, visage neutre. La façon dont j'ai l'air quand la famille d'un patient me crie dessus aux urgences, calme, présente, absorbant, parce que maman n'a pas fini, et papa non plus. Papa se lève. Il ne me regarde pas. Il met la main dans la poche de sa chemise et sort 3 pages, papier ligné plié en 3, couvert d'écriture. Je reconnais l'écriture immédiatement. Ce n'est pas la sienne, c'est celle de maman. Elle a écrit la liste. Il n'est que le livreur. Il s'éclaircit la gorge. Sylvie, ta mère et moi, nous avons fait cela ensemble. C'est un enregistrement des schémas, des choses que nous avons remarquées. Il commence à lire. Sylvie, 8 ans, a cassé la fenêtre de la cuisine en jouant au ballon et a menti à ce sujet. Je n'ai pas cassé cette fenêtre. Sophie a lancé une balle de softball à travers. J'étais dans le jardin et c'est moi qui ai été blâmé parce que Sophie a pleuré en premier. Sylvie, 13 ans, a dit à sa tante qu'elle ne voulait pas aller au camp d'été de l'église. Correct. Parce que le camp d'été était en juillet et j'avais un programme de lecture d'été à la bibliothèque. Maman a dit que j'étais difficile. Sylvie, 15 ans, a refusé de laisser Sophie emprunter sa voiture pour le bal de promo. J'avais 15 ans. Je n'avais pas de voiture. Sophie voulait la voiture de maman. Maman a dit non. J'ai été blâmé. Sylvie, 22 ans, est partie sans demander la permission. 22 ans est partie sans demander la permission. Il lit pendant 7 minutes. 7 minutes d'enfance raclée d'un os tenu sous une lumière fluorescente devant 40 personnes. Personne n'interrompt. Quelques personnes bougent sur leur siège. Carla a sa main sur sa bouche. Antoine, le mari de Sophie, regarde ses chaussures. Papa plie les pages, lève les yeux pour la première fois. Nous t'avons élevé mieux que ça, Sylvie. Il s'assoit. La pièce attend. J'attends. Je laisse passer 10 secondes de silence. Je laisse les choses se tasser. Je laisse chaque personne dans cette pièce ressentir le poids de ce qui vient de se passer. Puis je me lève. La chaise craque derrière moi alors que je me lève. Toutes les têtes tournent. Maman, papa. Ma voix est égale, stable, calme. Je vous entends. J'apprécie que vous vous sentiez concerné. Pouvons-nous en parler en privé? Juste nous 4? Maman secoue la tête avant que je n'ai fini la phrase. Non, c'est exactement pour ça que nous le faisons ici. Parce qu'en privé, tu nous coupes. Ces gens sont des témoins. Des témoins. Je répète. Assieds-toi, Sylvie. Papa dit depuis le coin, la voix de Sophie. Laisse-les juste finir. C'est bon pour toi. Elle ajuste son téléphone sur le trépied. Le point rouge clignote régulièrement. Toujours en direct. Je regarde autour de la pièce une dernière fois lentement. Marc tape quelque chose sur son téléphone. Je me demande si c'est une note, un SMS à la RH,
un message à un collègue. Tu ne croiras pas ce que je suis en train de regarder. La femme au gilet vert hoche à nouveau la tête. Elle pense que c'est de l'amour. Elle pense qu'elle est témoin d'une famille qui se soucie assez pour être honnête. Je regarde Naomi. Elle est assise très immobile. Sa main repose sur le sac à main ouvert. À l'intérieur, l'enceinte attend. Je regarde Antoine. Il fixe le trépied de Sophie avec une expression que je reconnais des urgences. La confusion basculant dans la crainte. Je prends une respiration, la même respiration que je prends avant de déclarer la mort cérébrale. Pas parce que c'est la fin, parce que c'est le début de quelque chose qui ne peut pas être annulé. D'accord, dis-je. Vous avez eu votre tour. J'ouvre mon sac à main, je sors mon téléphone. Je le lève pour que la pièce puisse voir. Étrangement, j'ai enregistré aussi. La pièce devient absolument silencieuse, puis j'appuie sur lecture. L'enceinte Bluetooth s'anime depuis le sac à main de Naomi. Clair, fort, chaque syllabe d'une netteté de rasoir. La voix de papa emplit la pièce. Oui, Linda, mardi ça me va. Diane a son étude biblique. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. Une femme rit à l'autre bout. Chaleureux, familier. Elle ne se doute de rien, continue papa. 22 ans et elle pense toujours que je vais jouer au bowling le mardi. Silence. Silence total. Le genre de silence qui a de la texture. Épais et suffocant. Maman se tourne vers papa. Son visage se vide. Pas lentement. D'un coup, comme si quelqu'un avait débranché une prise derrière ses yeux. Papa se penche en avant sur sa chaise. Éteins ça. Éteins ça. Je ne bouge pas. L'enregistrement continue de jouer. La voix de papa, facile et légère. J'apporterai le dîner. Ce restaurant italien que tu aimes. Elle ne saura jamais. La femme au gilet vert se lève. Elle regarde maman, puis papa, puis la porte. Elle prend son manteau et sort sans un mot. Son ami la suit. La main de maman agrippe le dossier d'une chaise pliante si fort que ses jointures deviennent d'un blanc jaunâtre. Elle fixe papa, pas moi, lui. Antoine, murmure-t-elle. Diane, ce n'est pas. Tu dois comprendre. 22 ans. Sa voix se brise. Le bowling. La pièce vibre. Les gens se regardent, détournent le regard, regardent le sol. Marc a posé son téléphone face contre terre sur sa cuisse. Je touche l'écran. L'enregistrement s'arrête. Je regarde la pièce. Ma voix est égale, calme comme une note de dossier. C'est l'enregistrement 1. Je fais une pause. Il y en a 3 autres. Personne ne respire. Personne ne bouge. La bannière derrière moi, nous t'aimons assez pour dire la vérité, n'a jamais été plus ironique. J'appuie sur lecture du 2e fichier. La voix de maman cette fois, confiante, complice, le ton qu'elle utilise quand elle pense que personne d'important n'écoute. Marc ne sait rien des 14 000 €. Je les ai transférés sur mon compte personnel juste après la vente du domaine de Tata. Il pense que les meubles ont été vendus pour moins cher. Et puis tante Janine, Sylvie, jette-t-elle par le haut-parleur dans l'enregistrement. Malin. Et les perles? J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Si Hélène demande, on dit juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. Papa se tourne vers maman. Son visage est dévasté. Moitié culpabilité du premier enregistrement, moitié fureur du second. 14 000 €, dit-il. De la succession d'Hélène. Tu m'as dit que la vente aux enchères avait rapporté 4 000 € au total. C'est Antoine. C'est sorti de son contexte. Tante Janine est au 3e rang. Elle se lève brusquement comme si la chaise l'avait brûlée. Diane, tu m'as dit que personne ne le découvrirait jamais. La pièce explose, pas en criant, mais en murmurant. Une vague basse et roulante de désapprobation chuchotée. Un cousin que je connais à peine se penche vers Janine. Tu as vendu le bracelet de grand-mère Hélène? Celui avec les perles? La bouche de Janine s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Rien ne sort. L'ami de l'étude biblique de maman, la seconde,
celle qui est restée, se lève maintenant, serrant son sac à main. Elle regarde maman avec une expression que je ne peux décrire que comme une révision, comme si elle revoyait chaque conversation qu'elles ont eue à travers une nouvelle lentille. Elle part. Papa serre ses genoux. Maman se tient seule près du microphone, le papier avec son discours froissé dans sa main. J'arrête l'enregistrement. Ces 4 relations se brisent en temps réel. Et il me reste encore 2 fichiers. La pièce ne me regarde plus. Ils se regardent les uns les autres. Je regarde Sophie. Elle se tient derrière son trépied, mais le point rouge a disparu. À un moment donné pendant les 2 premiers enregistrements, elle a coupé le direct. Mais ça n'a pas d'importance. Des centaines de personnes ont déjà regardé la première moitié. Les dégâts sont dans le cloud maintenant. Ses yeux sont grands ouverts. Elle sait ce qui s'en vient. J'appuie sur lecture. La voix de Sophie, légèrement pâteuse à cause du vin, remplit la pièce. Antoine est inutile. Il n'arrive pas à réparer l'évier. Il n'arrive pas à avoir une promotion. J'ai épousé un homme qui atteint son sommet à 35 ans. La voix de maman en réponse. Tu aurais pu faire mieux. Sophie à nouveau. J'aurais aimé ne jamais dire oui à l'hôtel. L'audio est impeccable. Chaque consonne, chaque respiration. Antoine est au 2e rang. Il était assis les mains jointes entre ses genoux, confus et silencieux pendant tout ce qui s'est passé avant cela. Maintenant, il devient immobile. Un silence différent. Pas choqué. Un silence de reconnaissance, comme un son qu'il avait toujours soupçonné mais jamais entendu clairement, qui vient de passer en haute définition. Il se lève lentement, ne me regarde pas, ne regarde pas maman ou papa ou Janine. Il regarde Sophie. Elle le voit. Son visage s'effondre. Antoine. Antoine. Attends. Ce n'est pas ce que je. Je ne voulais pas dire ça comme. Il ne dit rien. Pas un seul mot. Il maintient son regard pendant 3 secondes. Je les compte. Et puis il marche dans l'allée centrale entre les chaises pliantes et sort par la porte d'entrée. Il ne la claque pas. Il la ferme juste. Un clic doux qui, d'une manière ou d'une autre, semble plus fort que tout le reste ce soir. Sophie se précipite vers le trépied, attrape son téléphone. Je la regarde taper frénétiquement, supprimer l'application, supprimer le flux, supprimer la preuve d'une nuit qu'elle a créée. Elle pleure maintenant. Personne ne bouge pour la réconforter. Le dernier fichier. Je manque de ne pas le jouer. La pièce est déjà brisée. Mais celui-ci ne concerne pas les secrets. Celui-ci me concerne. Concerne ce soir. Concerne le fait que rien de tout cela n'était une intervention. C'était une performance scénarisée par ma mère, avec mon père comme acteur principal, produite par ma sœur avec 40 figurants inconscients et des chaises pliantes. J'appuie sur lecture. La voix de maman d'il y a 3 mois dans la cuisine où j'ai grandi. On le fait pour son anniversaire. On la fait s'asseoir. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, c'est encore mieux. Ça montre à tout le monde qu'elle ne peut pas gérer la vérité. Sophie, je filme tout. Ma page a besoin de contenu comme ça. Moments familiaux bruts et réels. Maman. Et si elle menace d'arrêter de payer l'hypothèque, nous disons à tout le monde qu'elle abandonne sa famille. Elle ne prendra pas ce risque. L'enregistrement se termine. Je laisse le silence tenir. 40 personnes connaissent maintenant la vérité. Pas la version de ma mère, pas la version de la bannière, pas la version de la liste de 3 pages, la vérité réelle. Marc prend son téléphone sur sa cuisse. Il le met dans sa poche lentement, délibérément. Je peux le voir sur son visage. Il n'est plus confus. Il recalcule tout ce qu'on lui a dit ce soir. Antoine est affalé sur une chaise pliante, menton contre sa poitrine. Diane se tient seule à l'avant de la pièce. Personne n'est près d'elle. Le microphone est toujours sur son support, mais il pourrait aussi bien être un monument à quelque chose qui vient de mourir. Je baisse mon téléphone. C'est le dernier, dis-je. Calme. Pas de triomphe, pas d'agressivité, juste un fait. Maintenant, vous savez tous exactement qui est égoïste dans cette famille. Je fais une pause.
Ce n'est pas moi. Je dois faire une pause ici une seconde. Quand j'ai joué ces enregistrements, mes mains étaient stables. Mon estomac ne l'était pas parce que je savais qu'au moment où j'appuierais sur lecture, il n'y aurait pas de retour en arrière. Personne dans cette pièce ne se regarderait plus jamais de la même manière, y compris moi. Alors, laissez-moi vous demander, pensez-vous que je suis allé trop loin, ou pensez-vous que j'aurais dû les jouer plus tôt, au moment où maman a pris ce microphone? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes toujours là, merci sincèrement. L'histoire n'est pas finie. Ce qui s'est passé ensuite est la partie qui a réellement changé ma vie. Le salon ressemble aux suites de quelque chose, ce qui est le cas. Sophie a couru après Antoine. Janine est assise les bras croisés autour d'elle, les yeux sur le tapis. Papa est à une extrémité de la pièce. Maman est à l'autre. La distance entre eux est de 4 chaises pliantes et un mensonge de 22 ans. Je remets mon téléphone dans mon sac à main. Je me tiens droite. Je n'élève pas la voix. Je veux dire cela une seule fois clairement pour qu'il n'y ait aucune confusion. La pièce regarde. À partir de ce soir, je ne paie plus l'hypothèque de cette maison. Je ne paie plus la prime d'assurance. Je ne paie plus les mensualités de la voiture de Sophie. J'ai configuré l'annulation automatique pour chaque virement récurrent. Effectif à minuit. La tête de maman se tourne vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de toi. Je dépends de moi, dis-je, pas l'inverse. Et vous venez de passer 30 minutes à dire à 40 personnes à quel point je suis terrible. Alors, je vous donne exactement ce que vous avez demandé. Une vie sans mon égoïsme. Quelqu'un à l'arrière, un cousin, je crois, laisse échapper un sifflement bas. Carla hoche la tête silencieusement. Je le vois du coin de l'œil. Maman ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau. Sylvie, ce n'est pas. Tu réagis de manière excessive. J'ai demandé à parler en privé. Vous avez dit non. J'ai demandé d'arrêter. Vous avez dit non. Je ne réagis pas de manière excessive. Je réponds. Je regarde Naomi. Prête? Elle se lève, passe son sac à main sur son épaule et marche vers moi. Je me tourne une dernière fois vers la pièce. Merci d'être venu. Je suis désolé que ce ne soit pas la fête que vous attendiez. Puis je marche vers la porte. L'intervention de ma mère est terminée, mais la mienne vient de commencer. Je suis à 3 pas de la porte quand Marc se lève. En 6 ans de travail sous sa direction, j'ai vu Marc se lever pour beaucoup de choses. Les droits des patients, les ratios de personnel, les votes syndicaux. Ce n'est pas un homme dramatique. Il parle comme quelqu'un qui sait que l'autorité ne nécessite pas de volume. Sylvie, arrête-t-il. Il boutonnait sa veste, fait un pas dans l'allée. J'ai travaillé avec toi pendant 6 ans. Je t'ai vu tenir la main d'un homme mourant à 3 heures du matin et noter ses signes vitaux à 3h15 sans sourciller. Je sais exactement qui tu es. Il fait une pause. Cela ne change rien à mon hôpital, sauf peut-être que mon respect pour toi vient d'augmenter. Il le dit à volume normal, mais dans cette pièce, à ce moment, cela tombe comme un verdict. Carla se lève à son tour. Elle prend son manteau. Je te ramène à la maison. Tu ne devrais pas être seul ce soir. Je sens quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du soulagement exactement, mais ce qui s'en rapproche le plus, comme si je déposais un sac que je ne réalisais pas que je portais. Je passe devant maman en sortant. Elle attrape ma manche. Ses doigts tremblent. Sylvie, s'il te plaît. Je m'arrête. Je regarde sa main sur mon bras, puis son visage. Maman, tu avais un microphone. J'avais un téléphone. Je retire doucement ma manche. La différence, c'est que le mien disait la vérité. Je sors par la porte d'entrée. Je ne la claque pas. Je la ferme de la même manière qu'Antoine. Doucement avec un clic. Sur le porche, je vérifie mon téléphone. Un message de grand-mère Hélène envoyé il y a 2 heures. Elle se couche tôt. Joyeux anniversaire, ma fille. Tu es la meilleure d'entre nous. Je presse le téléphone contre ma poitrine et je reste là dans l'air frais de l'Ohio jusqu'à ce que Carla fasse avancer la voiture. Carla conduit. Naomi est assise à l'arrière. Personne ne parle pendant les 2 premières minutes.
Le seul son est celui des pneus sur l'asphalte mouillé et le faible ronronnement du chauffage. Puis Naomi dit, « Ça va ? » J'y pense. Pas la version polie, la vraie. Je ne sais pas encore, dis-je. Elle hoche la tête. C'est assez. Nous sommes sur la route 33, à mi-chemin de mon appartement. Quand j'ouvre mon téléphone et que je lis le message de grand-mère Hélène à voix haute, tout le texte, les fautes de frappe comprises. Quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Je suis fier de toi toujours. Les mains de Carla se resserrent sur le volant. Naomi émet un son depuis le siège arrière. Pas un pleur, mais presque. Ta grand-mère, dit Carla, semble être le genre de femme dont j'aimerais avoir à mon intervention. Je ris. C'est la première fois que je ris de la nuit, et ça sort brisé et humide. Naomi se penche entre les sièges. Elle t'a bien élevé, Sylvie. Les autres ne sont que du bruit. Nous arrivons à mon complexe d'appartements. Même parking, même asphalte fissuré, mais quelque chose semble différent ce soir. Plus propre peut-être, ou juste à moi. Je déverrouille ma porte, j'entre, je laisse tomber mon sac à main sur le comptoir. 36 messages non lus sur mon téléphone. Je ne les ouvre pas. Pas ce soir. J'ouvre mon application bancaire à la place. 3 virements récurrents. Hypothèque, 1100 €. Assurance, 340 €. Paiement de voiture, 280 €. J'annule les 3, un par un. Confirmé. 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 Fait. Puis je m'assois sur le bord de mon lit dans le noir et j'écoute le néant. Pas d'appel téléphonique à retourner, pas de facture à payer pour quelqu'un d'autre, pas de dîner du dimanche à préparer pour quelqu'un. Pour la première fois en 8 ans, mon salaire est juste à moi. C'est calme, c'est petit, c'est tout. Lundi, le lendemain, papa déménage. Pas de manière dramatique. Pas de valise sur la pelouse. Il fait juste un sac de sport et conduit chez son ami Bill. Il ne le dit pas à maman. Elle rentre des courses et trouve son côté de l'armoire à moitié vide. Elle m'appelle 14 fois ce jour-là. Je ne réponds pas. Pas parce que je la punis, parce que je n'ai plus rien à dire. Jour 3. Sophie m'appelle. Elle sanglote si fort que j'ai du mal à la comprendre. Antoine a demandé la séparation. Il ne veut pas me parler. Il a changé les serrures. Je suis désolé de l'apprendre, Sophie. Tu as ruiné mon mariage. Je ferme les yeux, tiens le téléphone à 1 pouce de mon oreille. Tu as ruiné ton mariage dans cette cuisine il y a 6 semaines. J'ai juste appuyé sur lecture. Elle raccroche. Jour 5. Je reçois un appel d'un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Il me dit qu'il a appelé grand-mère Hélène pour prendre des nouvelles du bracelet. Hélène a dit, mon bracelet ? Elle m'a dit qu'il était chez le bijoutier pour être nettoyé. C'était il y a 4 mois. Il a confronté Janine. Elle a admis qu'elle l'avait vendu. Il l'a dit au reste de la famille. Le téléphone de Janine est silencieux depuis lors. Hélène m'a demandé de passer samedi. Je veux entendre ça de toi, a-t-elle dit, pas de. Jour 7. Maman publie un statut sur Facebook. Long et émouvant. Notre famille traverse une saison difficile. Nous demandons vos prières et votre grâce. Personne ne l'aime. Personne ne commente. Les 2 amis de l'étude biblique se sont désamis avec elle. 1 semaine. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas pour que les choses s'effondrent. Elles s'effondraient depuis des années. 1 semaine pour que la colle se dissolve. Et la colle, c'était moi. C'était toujours moi. 1 mois passe. La poussière ne retombe pas. Elle se réorganise. Je m'assois avec mon application bancaire et une tasse de café et je fais les calculs que j'aurais dû faire il y a des années. C'est 2100 € par mois que j'envoyais à la maison. Voici où ils vont maintenant. Prêt étudiant remboursé en 6 semaines. Le solde restant était de 3800 €. Disparu. J'ouvre un compte de retraite pour la première fois de ma vie. J'ai 30 ans et je n'ai jamais mis 1 € pour mon propre avenir. Je mets en place un dépôt automatique, 200 € par mois pour commencer. Ce n'est pas grand-chose. C'est à moi.
Je réserve un vol pour aller voir grand-mère Hélène. Pas un trajet de 40 minutes, une vraie visite, 2 jours, un hôtel à proximité, pour pouvoir passer les matinées avec elle et ne pas me presser à l'hôpital. Personne ne mentionne cette nuit. Pas une fois. Marc m'accueille comme il le fait toujours. Un hochement de tête bref, direct au but, mais il m'affecte au nouveau comité des protocoles de traumatologie. C'est une responsabilité supplémentaire. C'est aussi la confiance. Je l'accepte. Carla et moi commençons à déjeuner ensemble tous les mercredis. Nous ne l'avions jamais fait auparavant. Elle me parle des matchs de football de sa fille. Je lui parle de l'addiction aux mots croisés de grand-mère Hélène. Des choses normales, des choses faciles. Un samedi, j'entre dans un magasin de bricolage et j'achète une plante d'intérieur à 5 €. Je la pose sur mon comptoir de cuisine à l'endroit où mon téléphone était habituellement posé pendant que je calculais combien je devais aux autres. Naomi m'envoie un SMS ce soir-là. Comment goûte la liberté? Je prends une photo de la plante et je la renvoie comme une plante à 5 € du magasin de bricolage. Elle m'envoie une série d'émojis rieurs. Je souris à mon téléphone dans mon appartement vide et il ne semble pas du tout vide. 6 semaines plus tard, je sors de l'hôpital après un double service. Mes pieds me font mal. Mes vêtements sentent l'antiseptique. Je pense au reste de pâté à mon canapé. Puis je la vois. Maman est debout près de ma voiture, les bras croisés, sans manteau, même s'il fait 40 degrés. Sylvie. Maman, je suis ta mère. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres. Je déverrouille ma voiture, pose mon sac sur le siège passager. Je ne t'ai pas coupé. J'ai coupé l'argent. Ce sont 2 choses différentes. Nous devons parler. Alors parlons. Elle se redresse, lève le menton. J'ai fait ce que je pensais être juste. Cette intervention, elle vient de l'amour, Sylvie, même si tu ne le vois pas. Je m'appuie contre ma voiture. Je suis fatigué. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare. Maman, tu as écrit le script de papa. Tu as invité mon patron. Tu as dit à Sophie de diffuser en direct. Tu l'as planifié pour mon anniversaire pour que je ne puisse pas dire non sans paraître ingrate. Je fais une pause. Ce n'est pas de l'amour. C'est une production. Sa mâchoire se crispe. Alors, que veux-tu de moi? Des excuses. De vraies excuses, pas une publication Facebook. Je ne vais pas m'excuser d'aimer ma fille. Alors, nous avons fini ici pour l'instant. J'ouvre la porte de ma voiture. Elle ne bouge pas. Maman, je t'aime, mais je ne te laisserai pas me traiter comme un distributeur automatique et ensuite me traiter d'égoïste parce que j'ai une limite. Quand tu seras prête à parler, à vraiment parler, tu as mon numéro. Je monte, démarre le moteur, sors du parking. Dans le rétroviseur, elle est là où je l'ai laissée, devenant plus petite. Je pleure sur le chemin du retour. Pour la première fois depuis cette nuit-là, pas de regret, mais de chagrin. Aimer quelqu'un et accepter ses abus sont 2 choses différentes. J'ai choisi l'amour. J'ai juste arrêté d'accepter le reste. Alors, laissez-moi vous dire où tout le monde a fini. Papa et maman se sont séparés officiellement. Papa vit dans un appartement d'une chambre près du magasin de bricolage de la 5e. Il a appelé Linda après la fête. La femme des enregistrements. Elle n'a pas décroché. Il s'avère que Linda a un mari, 2 enfants et sa propre hypothèque. Papa était sa distraction du mardi. Rien de plus. Il a perdu sa femme et son fantasme la même nuit. Sophie et Antoine ont finalisé le divorce. 3 mois plus tard, Antoine a gardé la maison. Son nom était sur l'hypothèque, ses paiements, son crédit. Sophie a déménagé avec maman. 2 femmes dans une maison de 3 chambres sans rien à se dire. Elle a supprimé son TikTok définitivement. Tout le contenu familial brut et réel disparu. Janine a essayé d'éviter la situation du bracelet. Elle n'a pas pu. Grand-mère Hélène l'a appelée directement. J'étais présente lors de cette conversation, assise dans la chambre d'Hélène à la résidence du Champ Fleuri, et je lui ai dit, je veux l'argent ou le bracelet. Choisis-en un. Janine n'a ni l'un ni l'autre. Elle a dépensé les 800 €. La famille lui parle à peine maintenant.
Maman m'appelle toujours. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Parfois, elle envoie un SMS, je pense à toi. Parfois, je réponds. Parfois, je ne réponds pas. Il n'y a pas d'horaire, pas d'obligation, pas de paiement automatique. Et moi, j'ai 31 ans maintenant. Je travaille toujours à l'hôpital. Je conduis toujours la Clio, cependant. J'ai réparé le pare-brise. Je rends toujours visite à grand-mère Hélène tous les samedis. Je mange toujours des repas préparés, mais les contenants sont meilleurs maintenant. En verre, pas en plastique. Petite amélioration. À moi. Je n'ai pas détruit ma famille. La vérité l'a fait. Je lui ai juste donné un microphone. Et peut-être que ça semble froid. Mais voici ce que j'ai appris. La vérité ne détruit pas les choses fortes. Elle ne détruit que les choses qui étaient maintenues ensemble par des mensonges. Laissez-moi vous parler directement une minute. Je ne vous dis pas d'aller enregistrer votre famille. Je ne dis pas que vous devriez couper les ponts ou faire une scène lors de votre prochain dîner de fête. Chaque famille est différente. Chaque situation a son propre poids. Mais si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier, si vous êtes celui qui paie les factures pour des gens qui vous traitent d'ingrat ou qui arrivent tôt pour mettre la table pendant que quelqu'un d'autre arrive en retard avec une bouteille de vin et reçoit le câlin. Je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas égoïste pour avoir une limite. Vous n'êtes pas ingrat pour attendre le respect. Et vous ne faites pas voler votre famille en éclats en refusant de la maintenir ensemble à vos propres dépens. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui passe et quand et sous quelles conditions. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Ma grand-mère m'a envoyé un SMS la nuit de mon anniversaire. Je l'ai lu probablement 200 fois depuis. Quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi qui t'a élevé les samedis. Elle m'a élevé les samedis parce que mes parents étaient trop occupés, trop distraits, trop concentrés sur tout ce qui n'était pas moi. Elle m'a appris à faire des mots croisés au stylo. Elle m'a appris que la force n'a pas besoin d'être bruyante. Elle m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas que vous le laissez vous vider de votre sang et ensuite vous blâmer pour la tâche. J'avais l'habitude de penser que se défendre signifiait crier, claquer les portes, faire du tapage. Ce n'est pas le cas. Parfois, cela signifie s'asseoir tranquillement sur une chaise pliante pendant que 40 personnes vous regardent et attendre patiemment, calmement, son tour de parler. Et quand votre tour arrive, vous ne criez pas. Vous appuyez juste sur lecture. La semaine dernière, c'était mon 31e anniversaire. Naomi est venue. Carla a amené sa fille, 2 amis de l'hôpital, un voisin qui dit toujours bonjour dans le couloir, et enfin une vraie invitation. 6 personnes, mon appartement, un gâteau de la boulangerie de la rue Maple, citron avec glaçage au fromage à la crème parce que c'est ce que grand-mère Hélène commandait toujours pour mes anniversaires quand j'étais petite. Les bougies étaient de travers. Personne ne les a redressées. Personne n'a lu une liste de mes défauts. Personne n'a installé de microphone. Personne n'a pointé une caméra sur mon visage. Grand-mère Hélène a appelé en FaceTime. Elle a chanté Joyeux anniversaire faux et décalé et tout le monde dans la pièce a chanté avec elle et c'était le plus beau désordre que j'ai jamais entendu. J'ai soufflé les bougies. Naomi a applaudi. La fille de Carla a demandé si elle pouvait avoir le morceau du coin avec du glaçage supplémentaire. J'ai dit oui. Il y a un an, 40 personnes étaient assises dans le salon de mes parents pour me dire qui j'étais. Cette année, 5 personnes étaient assises dans mon appartement, et personne n'avait besoin de dire quoi que ce soit parce qu'ils savaient déjà. J'ai fait la vaisselle après que tout le monde soit parti. Je me suis tenu à l'évier, eau chaude, appartement calme, plante sur le comptoir, le même comptoir où j'avais l'habitude de calculer les virements. Je m'appelle Sylvie Dubois. J'ai 31 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville de France. Je paie mon propre loyer, mes propres factures, ma propre vie. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'aime la femme qui a soufflé ses bougies. Le meilleur cadeau d'anniversaire que je me suis jamais offert, c'était la vérité. Le deuxième meilleur, c'était le silence. Et le troisième, celui que je déballe encore, c'est le son de ma propre vie, enfin, sans le bruit de personne d'autre dedans. Something since that is the lowest price that I've seen for Cyberpunk 2077. So I was like, okay, since Epic Game Store
you know, that is the lowest price. Let me take a look at the second lowest price. And according to the records, the second lowest price is, I think, like $37 and something cents. And I think that it might be, let me take a look here. I think it might be from, yeah, so it's from Steam, right? And actually, so the third best price that we've had so far was $37.59. That is from a third-party retailer called GOG, GOG.com. And I think GOG stands for something. It stands for like something of games or whatever, like Gamer of Games or you know, Guild of Games or I don't even know. It's some kind of third-party retailer, third-party website. And you know, you can buy games on there and then you can redeem it on Steam and you can add it to your Steam account. So $37.59, that is the you know, current third best price. And the thing is that it used to be the second best price in terms of price history. However, right now on Steam, you can actually get the, you know, Ultimate Edition of the game. You can get it for $37.24, which is slightly cheaper, very slightly cheaper than, you know, what GOG has. And, you know, I will say, chat, I am quite tempted to get Cyberpunk. Like, I would really love to buy the game. And I think that, you know, $37 plus tax, I think it's a very fair price because, you know, you look at the fact that you are buying both a base game and also a DLC. And so if you were to, like, you know, kind of do a little bit of math and sort of estimate, right? It's almost as if you are paying like $20 for the base game and then another $20 for a DLC, which is not bad at all when you look at the price of video games generally, right? Like a brand new video game that comes out, and this is just talking about a base game video game, right? Like just the base game, no DLC or anything extra. Just a game itself is typically around $60 brand new when it comes out, minimum, right? So paying, you know, $40 total for a base game and also a DLC, which I've heard very many positive things about the DLC for Cyberpunk. I think that it's a pretty good price. The, you know, the discount that I see, it ends on May 3rd is the final day that the discount is available. And I am very, very tempted to get it. The only thing that I'm kind of like hesitating about is that, you know, unfortunately, I think it was like, what, a month ago at this point or something? You know, I went to the local convention. I went to Sakura-Con. And I spent an ungodly amount of money there. I spent way too much money. Insane amount of money that, like, if you guys, you know, especially those of you out there who live your lives and you you live your lives and you don't really go to conventions, you don't really, you know, spend money on this type of stuff. If you heard the amount of money that I spent on, like, you know, convention merchandise stuff, you would probably be looking at me as if I am someone who is mentally deranged. You know, you'd be like, bro, lock this guy up, put him in a mental facility, like he needs help. I spent way too much money. And so, you know, I'm trying to not have my, you know, credit card bill be even higher, be even worse than it currently is. So I'm kind of trying to force myself to avoid buying Cyberpunk and spending more money, because I think that, you know, there's a part of me where I look at this and I'm like, man, that's a pretty good deal. That's a good price for a base game and a DLC. And I think that I'm willing to pay that amount for, you know, that game. But then there's the other part of me where I think about it logically, right? And it's that feeling, it's kind of like a war between the two parts of me where one part of me is like, listen, you don't need the game now. You have a ton of games in your Steam library already that you need to play, that you need to experience before Cyberpunk anyways, right? You don't need it now. And, you know,
logically, if you think about it, there will be future discounts. There will be future sales on Cyberpunk, and it will, you know, drop down to the same price at some point in the future. You know, it's not like this is the final only chance, and if I skip out on this one, it's never going to return or whatever to that price point. So there's the logical part of me that is like, listen, don't be, you know, impulsive with your spending. Don't be, you know, impatient. Wait a little bit and save your money and wait for a better time. But then there's also the other part of me that's like, it's a good deal, and I kind of want the deal now, you know? So it's like these two sides of me that are kind of fighting with one another, basically. Yeah, so that's kind of what I'm considering at the moment, what I'm debating and trying to figure out if I want to make a commitment or not. Honestly, I don't think that I should buy it, but there is a part of me that's like, I kind of want to add it to my library, even though I don't really need it immediately, right? We'll see what ends up happening. Maybe I just ignore it and I pretend it doesn't exist, and then I keep living my life, and you know, it'll go away eventually. But yeah. All right, so let's see what's going on, chat. We apparently got knocked the fuck out by our enemies, and I think they dumped us in like a body of water or something. Let me see here. They like dumped us in a body of water. Let's take a look. Oh no, we're riding on a horse. We're on the back of someone's horse. Oh god. Finally! Put his weapons over there! Oh god, chat. We're now a prisoner. Is that John? Or is that someone else? Arthur Morgan. No, is that Colm O'Driscoll? I think that's Colm. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come right with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. 6-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur, I missed you. I feel like we would probably die from having all of our blood, you know, kind of rushing to our head, being upside down. This doesn't look good at all. How are we, like, not dead?